Bienvenue à notre séance d'aujourd'hui sur la récupération à travers le leadership équitable. Nous vous informons que la séance sera enregistrée. Nous vous invitons également à utiliser la partie de questions et de réponses de la plateforme et nous vous demandons également de bien vouloir nous envoyer vos questions. Ensuite, nous vous encourageons à vous présenter, donc veuillez utiliser la fonction de chat pour vous présenter, quelle est votre organisation et utilisez cette partie pour ce faire. Alors, les réseaux sociaux, si vous utilisez le Twitter ou d'autres plateformes sociales, utilisez le hashtag Women for Mediterranean. Et un autre hashtag que nous vous invitons à utiliser pour cette séance particulière, c'est UFM Secretariat Women in GHW Network. Soyez tous et toutes les bienvenus dans cette séance dans laquelle nous allons parler de le leadership équitable entre les genres dans le personnel sanitaire global. Elles occupent seulement 25% des postes de direction. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi il existe des barrières et comment nous pouvons surmonter ces barrières. Nous allons parler de la distribution du pouvoir, nous allons parler des stéréotypes sexistes, des privilèges, du déséquilibre de genre. Nous savons que les désavantages des femmes sont également impactés par la race, la religion, l'appartenance à des groupes minoritaires, la situation mariée ou non mariée. Nous allons nous concentrer sur le domaine sanitaire. Nous devons également reconnaître le rôle crucial que jouent les rôles quand il s'agit de la protection sociale. Comme nous le savons, la COVID-19 nous a rappelé non seulement de combien nos systèmes sont vulnérables, mais aussi combien les inégalités que nous connaissons sont importantes. Nous avons pu constater le rôle crucial que jouent les femmes dans nos systèmes de santé. Mais il faut parler des conditions de travail qu'elles ont, des salaires, la compensation. Ce sont des questions qui doivent être abordées. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le leadership. Et nous devons nous assurer que les femmes font partie du processus de prise de décision pour la conformation de la société. Nous savons que si les femmes participent à la prise de décision, ceci résultera dans une agenda plus inclusive. Si les femmes sont présentes dans la prise de décision, non seulement nous aurons des solutions plus durables, mais plus éthiques aussi. Donc dans la séance d'aujourd'hui, nous allons essayer de voir quels sont les outils politiques que nous pouvons utiliser dans les différents contextes, mais en particulier dans le domaine sanitaire. Finalement, les femmes leaders nous permettront d'atteindre une couverture sanitaire globale. Nous devons parler des écarts, des barrières qui nous éloignent des ODD, entre autres. Si nous avons un leadership équitable dans les effectifs sanitaires, nous aurons un effet multiplicateur parce que non seulement nous aurons la meilleure qualité, mais aussi nous serons plus proches des ODD. Sur cela, je vais accueillir les intervenantes d'aujourd'hui. Myrna Doumit, elle est professeure associée à l'université libanaise américaine dans la faculté des infirmières. Bienvenue. Merci. J'aimerais parler de mon rôle. Je suis également la présidente de l'association professionnelle des infirmières au Liban. Après tout ce qui s'est passé au Liban, je pense que ni les hommes ni les femmes, ni pour les hommes ni pour les femmes, est un bon moment pour prendre des positions de leadership. Parce que depuis 2019, nous souffrons des tragédies après tragédie au Liban. Est-ce que je peux avoir ma présentation, s'il vous plaît? Oui, nous voyons votre PowerPoint sur l'écran maintenant. Le titre de ma présentation
J'ai rajouté la partie leçons apprises. La manière dont je pratique mon leadership est quelque chose que j'ai appris de Igal. Comme je l'ai déjà dit, depuis octobre 2019, au Liban, nous avons subi des tragédies en permanence. En octobre, le 17 octobre, nous avons eu la révolution. Il y avait des infirmières qui ne pouvaient pas se rendre dans leur poste de travail dans les hôpitaux. Ensuite, nous avons eu le février 2020, lorsque la COVID-19 a commencé. Dans notre association professionnelle d'infirmières, nous avons commencé à former la population avant que le premier cas n'arrive au Liban. Les hôpitaux n'étaient pas prêts pour cette pandémie et nous, en tant qu'infirmières, nous sommes en première ligne et donc nous devons lutter contre l'inconnu. Et les premières semaines, nous avons dû lutter contre les inconnus autour de cette pandémie. Ensuite, en mars-avril 2020, en plus de tout ça, nous avons eu la crise économique, c'est-à-dire que notre devise a perdu sa valeur. Le salaire des infirmières s'est beaucoup réduit. Celles qui reçoivent leur salaire, parce qu'il y avait beaucoup d'infirmières qui ont été licenciées, d'autres n'étaient pas payées. Et je parle d'un salaire de $100 ou $150. Je ne parle pas de grands salaires parce que notre devise a perdu sa valeur. Ensuite, en plus de tout ça, nous avons eu l'explosion à Beyrouth le 4 août. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'était une explosion énorme. On en a parlé comme la 3e plus grande explosion du monde entier. Donc, avant que je n'avance dans ma présentation, je dois remercier les organisateurs pour me donner l'opportunité de vous parler sur le leadership dans le domaine de l'infirmerie au Liban. Mais je tiens également à féliciter toutes les infirmières parce que cette année, c'est l'année internationale des infirmières. Il est vrai que nous ne l'avons pas célébrée d'une manière positive, mais avec la Covid et avec tout ce qui s'est passé au Liban, nous avons prouvé que nous sommes la colonne vertébrale du système de santé. La première chose que j'ai apprise des aigles, c'est qu'elles volent à grande altitude. Donc, j'ai appris à m'éloigner des personnes qui ont une mentalité étroite. J'ai appris à m'éloigner des personnes qui mettaient des bâtons dans nos roues. Et donc, je me suis rapprochée des personnes qui travaillaient pour l'amélioration et qui travaillent pour l'amélioration du statut des infirmières au Liban. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que les aigles ont une vision très précise. Donc, j'ai toujours essayé d'être bien concentrée, indépendamment des obstacles. Je ne peux pas maintenant nommer tous les obstacles que j'ai dû surmonter pendant mon mandat en tant que présidente du Collège des infirmières ces 2 dernières années. Donc, je reste concentrée et jusque maintenant, j'étais capable d'atteindre ce que je voulais atteindre et de faire en sorte que les infirmières soient présentes à la table de prise de décision au Liban. La troisième leçon que j'ai apprise des aigles, elles ne mangent pas de la nourriture morte, mais des proies fraîches. Donc, je ne me contente pas de ce que j'obtiens. Donc, à chaque fois où j'atteins un objectif, eh bien, je n'y pense plus et je continue à chercher de nouvelles frontières à conquérir. Toutes les semaines, j'ai de nouvelles choses à atteindre après avoir atteint mon objectif précédent, bien sûr. Tout ce que je fais, bien sûr, c'est pour le bénéfice des infirmières libanaises. La 4e leçon, les aigles adorent les tempêtes.
Donc, nous n'avons pas peur des challenges. Nous recherchons des challenges parce que les challenges, les défis nous permettent d'apprendre des choses. Et à vrai dire, nous apprenons, nous tirons des leçons de toutes les choses qui nous arrivent. Donc, nous essayons en permanence d'améliorer notre style de communication, notre style de leadership, la manière dont nous communiquons les nouvelles au peuple libanais et au monde à l'extérieur. La leçon numéro 5. Lorsque une aigle connaît une aigle mâle, excusez-nous, mais nous perdons le son par moment. Donc, nous les infirmières, nous essayons d'établir de nouveaux partenariats avec des personnes clés qui peuvent nous aider à faire passer notre message. Veuillez avancer les slides. La leçon numéro 6. Je ne sais pas si vous êtes à la leçon numéro 6. Les aigles se préparent pour la formation. Il faut quitter la zone de contrôle parce qu'il n'y a pas d'apprentissage dans la zone de contrôle. Nous avons une connaissance, une expertise unique et donc nous ne devons pas nous satisfaire de travailler dans les murs de l'hôpital, mais nous devons sortir de l'hôpital. Nous devons comprendre la nature très complexe de la situation. Nous devons être impliqués dans le domaine politique si nous voulons que notre voix soit entendue. Donc, j'essaie de faire en sorte que nos infirmières participent à des webinaires, à des formations concernant les politiques, la communication, pour qu'elles apprennent à parler aux médias, pour qu'elles sortent des murs de l'hôpital, pour qu'elles quittent leur zone de confort. Suivant. Lorsque les aigles vieillissent, elles se font mal exprès pour avoir de nouvelles plumes. Cela veut dire que nous devons abandonner les habitudes anciennes. Excusez-nous, mais nous avons perdu de nouveau le son. Dernière diapositive. Suivant. Il reste une diapositive encore. Bon, je voulais dire... J'avais une photographie d'un corbeau. Le corbeau se situe au niveau du cou de l'aigle, mais elle ne lutte pas avec le corbeau. Au lieu de dépenser son énergie avec le corbeau, l'aigle ouvre ses ailes et elle commence à voler plus haut. Parce que comme ça, le corbeau ne peut plus respirer et il tombe parce qu'il manque d'oxygène. Je pense qu'en tant que leader femme, c'est comme cela que nous devrions agir. Nous ne devons pas écouter les éventuels corbeaux. Nous devons viser à de plus hautes hauteurs jusqu'à ce que les corbeaux tombent tout seuls. Et une dernière idée. Au Liban, 80% ou presque 80% des salariés infirmières sont des femmes et 20% c'est des hommes. Et donc, nous invitons également davantage d'hommes dans la profession. Et voilà tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Myrna, pour cette présentation tellement intéressante sur le leadership. Vous avez partagé les dures réalités auxquelles doivent faire face les infirmières au Liban. Vous avez touché vraiment des points très importants, des inégalités
que les femmes doivent faire face. Donc, merci beaucoup. Vous avez également mis l'accent sur l'importance des politiques pour éliminer les inéquités qui existent. Et le fait d'écouter votre expérience et votre travail a été très intéressant. Vous avez fait preuve de votre leadership et vous avez parlé de votre travail. Et c'était vraiment très émouvant. Nous reviendrons vers vous pendant la partie du chat. Maintenant, je vais présenter notre oratrice suivante. Elle a 35 ans d'expérience dans le domaine sanitaire. Elle a travaillé au Pakistan, Guinée, aux Caraïbes et elle a présidente de l'ONG Age International. Elle a travaillé dans des postes de leadership dans plusieurs contextes. Et donc, nous vous passons la parole. Anne, merci. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du travail que nous avons fait dans notre réseau Global Health Network. C'est un groupe qui est sous le parapluie de l'OMS. Nous travaillons pour analyser l'égalité des genres. En 2019, nous avons produit un rapport très important et le titre est la santé fournie par les femmes et gérée par les hommes. C'est une évaluation de la situation de l'égalité des genres et l'une des choses sur lesquelles nous sommes concentrés, c'est le leadership. En mars 2020, nous avons également publié un article sur le leadership des femmes dans le secteur. En tant que groupe, nous avons continué notre analyse et nous sommes en train de produire un article sur le leadership dans la santé globale. Et j'aimerais mentionner deux collègues, le docteur Komita Bhatia d'Inde et Mahakan de Chicago, qui ont fait un travail énorme pour aboutir à ces résultats. Si nous considérons maintenant les conclusions sur le leadership, à partir de ce rapport fourni par les femmes géré par les hommes, eh bien, les écarts de leadership de genre sont basés sur les stéréotypes, la discrimination, les déséquilibres de pouvoir et les privilèges. Les inconvénients des femmes sont combinés à beaucoup d'autres désavantages, comme la race, la classe, la santé globale est plus faible lorsqu'on exclut le talent, les idées et les connaissances des femmes. Les femmes politiques souvent répandent l'agenda de la santé et les écarts de genre dans le domaine de la santé est un obstacle très important pour atteindre les ODD. Ici, à droite, vous voyez que c'est le paradoxe de 70%, 25%. Donc, elle représente 70% des employés, mais elle ne représente que 25% du leadership. C'est pourquoi, ici, vous voyez les femmes qui sont donc bloquées dans ce tuyau, disons, de talent de santé globale. Les femmes sont les expertes dans ce domaine, mais les hommes ont une voie plus rapide vers le leadership et c'est également la situation dans le domaine de l'infirmerie, comme cela est le cas dans beaucoup d'autres secteurs. Et malheureusement, nous voyons le même modèle se répéter. Dans le contexte de la COVID-19, il s'agit d'une émergence et donc ça veut dire que les hommes savent comment faire. Apparemment. Donc de nouveau, c'est donc une urgence qui est gérée par les hommes, mais fournie par les femmes. Nous voyons ces données concernant les postes de direction. Au niveau politique, nous entendons qu'il y a de bons rapports.
des pays qui sont dirigés par des femmes. Cette pandémie continue et continuera encore, mais nous avons un petit échantillon de gouvernement dirigé par des femmes, 12 seulement. Il y a 3 décisions que j'aimerais mentionner aujourd'hui qui n'ont pas été prises par des femmes. Probablement, si les femmes avaient été à la majorité des task forces dans ces pays, ces décisions n'auraient jamais été prises. La première décision, le fait de traiter la maternité et les services de santé de reproduction comme étant non essentiels en cas de pandémie. Lorsque, bien sûr, les grossesses ne s'arrêtent pas parce qu'il y a une pandémie et les femmes en meurent. Les EPI ont été conçus pour les corps masculins et ceci expose les femmes aux infections. Est-ce que les femmes ont pris cette décision? Je ne crois pas. Troisième décision, c'est renfermer les victimes de la violence au foyer avec les agresseurs. Supposer que tous les ménages, c'est des ménages sûrs pour les femmes, montre que ceux qui ont pris ces décisions ne sont pas très conscients de la donne. Lorsque cette pandémie sera terminée, l'impact sur les morts de femmes sera plus fort. Comment pouvons-nous résoudre cela? Comment allons-nous arriver à cette parité de genre dans le leadership de la santé globale, ainsi que dans le secteur des soins? Nous avons considéré tout l'écosystème. Nous devons changer tout. Puis, le modèle écologique, la partie supérieure, nous avons les facteurs de politique publique, nous avons les cadres légaux, nous avons les règles sociales, les stéréotypes sexistes. Par exemple, 50% des personnes pensent que les hommes prennent de meilleures décisions politiques. Et voilà, ceci dans toutes les couches. Et nous en arrivons au final aux facteurs individuels. Et beaucoup du travail qui a été fait pour faire en sorte que les femmes prennent des postes de leadership, c'est basé sur ou à essayer de faire adapter les femmes dans des systèmes discriminatoires. Donc la solution apparemment a été d'essayer d'adapter, de faire changer les femmes pour qu'elles rentrent dans ces systèmes. Et donc nous avons considérer ces 4 actions pour le changement. Tout d'abord, nous devons établir les bases pour l'égalité. Et ceci comprend des lois, une législation qui manque dans beaucoup de pays encore. Nous devons également changer les règles sociales et les stéréotypes sociaux. Nous devons également modifier les systèmes du travail, la culture du travail, et pas les femmes. Et nous devons mettre en place des mesures pour que les femmes puissent réussir. Donc, j'aimerais terminer sur ces 6 messages clés. Nous ne pouvons pas résoudre ce problème en essayant de changer les femmes. En fait, nous devons réparer tout le système. Deuxième message, les inégalités sont systémiques. Et ce tuyau que j'ai montré avant ne sera pas débloqué tout seul si on ne met pas en mesure des actions ciblées. Ensuite, l'égalité, la diversité, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas déléguer. Tous les leaders doivent être transformateurs en termes de genre. Ils doivent s'approprier cette question parce que ce n'est pas seulement une question qui touche les femmes. La transparence est importante, le fait d'obtenir les données qui manquent tellement. Nous devons avoir des données sur les écarts de salaire. Nous aimerions pouvoir sortir de cette pandémie, par exemple, en disposant de données de qualité, de données sur la situation des femmes dans les positions de leadership. Et on verra bien si on y arrive. Quatrièmement,
Nous devons aller au-delà de la parité de genre. C'est bien plus que de compter des nombres. Non, ce qui est important, c'est de savoir que font ces femmes, qui sont ces femmes. Mais il est également important de voir qui sont ces hommes et ce qu'ils font aussi. Donc, nous espérons que tous les leaders soient des leaders transformateurs en matière de genre et qu'ils soient prêts à lutter contre tout type d'inégalité. Parce que ceci touche toutes les personnes et pas seulement les femmes. Nous ne devons pas demander la permission parce que les États membres se sont déjà mis d'accord sur, par exemple, la plateforme pour les actions, dans les ODD, la décision politique ou la déclaration politique de l'année dernière, les décisions de haut niveau sur les couvertures sanitaires. Donc, les engagements ont déjà été faits. Maintenant, il faut que les États membres et les grandes organisations soient à la hauteur des choses qu'ils ont promis. Le leadership égalitaire en termes de genre dans la santé globale est la base pour avoir des systèmes sanitaires plus forts. Et je pense que la COVID-19 nous a bien montré cela. Et il est maintenant critique que nous récupérions et que nous résolvions ce déficit en termes de genre. C'est urgent. Merci Anne pour cette vision générale et ce message si clair pour dire que nous devons changer. Notre conversation, nous ne devons pas parler de changer les femmes, mais nous devons changer les systèmes. Le besoin de la transparence, le besoin de combler l'écart de données, la mise en place de mesures basées sur des données dans les pays à faible revenu, l'approche intersectorielle, nous savons que non seulement ceci est juste, mais c'est aussi la meilleure chose que nous puissions faire. Nous ne demandons pas de nouvelles promesses, mais nous voulons que les anciennes promesses soient traduites dans des actions. Maintenant, je souhaite la bienvenue aux orateurs qui vont partager leurs expériences. Tout d'abord, j'invite l'ambassadrice Pavis Lauki. Elle représente le ministère des Affaires étrangères de Finlande, mais plus que ça, elle a travaillé pendant des décennies au niveau managérial. Elle a travaillé non seulement au niveau de l'Union européenne, mais actuellement, elle fait partie du conseil d'administration de l'OMS. Donc, comment peuvent les gouvernements soutenir le leadership des femmes quand il s'agit de la force de travail sanitaire? Merci. Je suis très contente d'être ici avec vous. Vous savez, ce sont des discussions très importantes que nous avons maintenant, mais qui doivent continuer à avancer activement afin que cette question soit toujours sur la table, même après la pandémie de la COVID-19. Les gouvernements peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent fournir des possibilités pour tous. Et je dirais même que si nous prenons l'exemple de mon propre pays, la Finlande a donné le droit de vote aux femmes. Le premier pays en Europe et le troisième pays en Europe en 1906. Et nous avons eu la première femme parlementaire en 1907. Donc, nous savons qu'il est très important d'avoir des femmes dans les parlements nationaux également. Et nous avons également vu que dans les pays où il y a également des femmes qui prennent des décisions, eh bien, on sait bien que la situation est beaucoup plus soutenable. Et donc, nous avons beaucoup de potentiel. La Finlande était un pays assez pauvre dans les années 50 du XXe siècle, mais depuis, les femmes ont progressé et elles ont toujours essayé d'être là et on a toujours essayé de tirer profit du potentiel de tout le monde dans la société. Nous avons donc la couverture sanitaire universelle, nous avons eu accès à l'éducation, donc tout le monde avait un accès libre à l'éducation, mais aussi
à tous les services sanitaires nécessaires. Cela fait partie de notre constitution. Et c'est vraiment très puissant le fait d'avoir cela inclus dans notre législation. Cela ne dépend pas de la situation économique des ménages, mais toutes les femmes ont cette possibilité. Et si nous pensons à la prise de décision et aux positions de leadership, et à la gouvernance et à la présence des femmes dans les conseils d'administration, nous devons offrir et garantir que toutes les femmes ont la possibilité d'être éduquées, mais également elles doivent avoir la possibilité de travailler dans des postes différents pour qu'elles soient vraiment capables d'avoir accès aux positions les plus élevées. Les gouvernements, bien sûr, peuvent offrir des possibilités aux femmes afin de concilier la famille et la carrière. Et j'en suis un exemple aussi, parce que j'ai 2 garçons adorables de 24 ans et 26 ans. Et j'ai eu la possibilité d'être une mère, mais aussi de construire ma carrière. Et la raison, c'est que nous avons des centres de soins de très bonne qualité et pas cher. Ceci est disponible dans toutes les municipalités, à la disposition de tout le monde. Tout le monde a droit à ce type de service, indépendamment du niveau de revenu. Ensuite, les congés maternité. Nous avançons également dans ce domaine. Il est important, je trouve, de faire en sorte que les hommes aient accès à ce type de congé pour qu'ils puissent participer à ce processus de garde et de soins dans la famille. Et c'est très bien pour eux aussi, le fait d'avoir la possibilité de bien connaître leurs enfants. L'éducation est très importante. Et nous avons également, depuis les années 60, la possibilité des repas à l'école. Donc les femmes qui travaillaient à l'extérieur de la maison, ils savaient donc que leurs enfants avaient droit à un repas de très bonne qualité pendant l'école. Et donc, bien sûr, les repas sont très équilibrés et ceci nous permet également d'éduquer les enfants par rapport à l'alimentation bien équilibrée. Donc voilà, il y a toute une infrastructure en place et ceci permet aux femmes de participer à la vie professionnelle. Et elles ont donc la possibilité et l'accès à l'éducation, mais aussi à une carrière professionnelle. Les sociétés sont différentes, mais il est important que les femmes aient cette possibilité partout. Parlons de la législation maintenant. Nous devons nous assurer qu'il y a suffisamment de femmes dans les processus de prise de décision. Nous avons donc au niveau des conseils d'administration, dans les conseils municipaux, dans toutes les institutions, nous avons un contingent de femmes et ces contingents nous permettent de garantir que les postes sont occupés par des hommes et par des femmes. J'ai dit qu'en 1907, nous avons eu la première femme parlementaire. Aujourd'hui, nous avons 58% de femmes dans le gouvernement, donc nous avons atteint un bon équilibre de genre. Voilà donc certains exemples de ce que peuvent faire les gouvernements. Et maintenant, nous voyons que nous avons maintenant un gouvernement multiparti et tous les
partis qui composent le gouvernement sont lidérés par des femmes. C'est assez exceptionnel et elles sont toutes très jeunes pour la plupart. Donc cela montre également que les jeunes femmes sont intéressées à avoir des postes de responsabilité. Et la plupart d'entre elles ont des enfants jeunes. Et donc, voilà, cela veut dire que c'est possible. Il est possible de partager les responsabilités, mais aussi d'avoir une carrière professionnelle et une famille. Et voilà, je termine sur cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paivi, pour prouver que les femmes peuvent avoir des postes de direction, qu'elles peuvent très bien faire ça et qu'elles peuvent créer un écosystème dans lequel les femmes soient présentes dans tous les niveaux. Vous avez parlé du leadership politique des femmes et vous avez parlé de l'importance de nous assurer que ces femmes sont dans ces postes de décision. Et vous avez montré qu'il peut y avoir des politiques transformative du point de vue du genre. Et donc, il y a la possibilité pour les femmes d'atteindre toutes ces positions. Oui, il y a du bruit de fond. Donc, voilà, vous avez également parlé du fait que ceci bénéficie les deux genres. Et donc, ceci est bénéfique également pour les hommes. Et je pense que c'est un point très important qu'il faut souligner, parce que nous ne demandons pas quelque chose qui bénéficie seulement les femmes, mais ceci bénéficie toute la société lorsque nous avons cette égalité dans la société. Vous avez donné des exemples de changement de la présence des femmes jusqu'au point, enfin vous avez dit que maintenant dans le gouvernement vous avez 58% des femmes. Maintenant nous allons changer de perspective. Je vais inviter Myriam Bagdeli, qui est la représentante de l'OMS du Maroc. Elle est une pharmacienne, elle a un doctorat en santé publique de l'Université libre de Bruxelles. Elle a commencé sa carrière à Médecins sans frontières et elle a travaillé également dans le siège de l'OMS à Genève, dans le département des finances. Donc, Mariam, vous avez de l'expérience, surtout dans le système onusien multilatéral. Nous savons que les Nations Unies est une institution très traditionnelle et que pour les femmes, il est difficile d'atteindre des postes de direction. Mais nous aimerions que vous nous expliquiez directement votre perspective concernant le rôle de l'OMS pour s'assurer que les femmes ont leur présence dans ce système de prise de décision. Et si vous puissiez parler également un petit peu des réalités sur le terrain et de comment est la situation au niveau des pays. Merci. Merci, Rupa. Merci à tous les organisateurs. Pour cette discussion si intéressante, si importante. Je pense qu'il est très important que nous organisions ce type de discussion dans ce moment autour de la question de la santé globale. Votre question, Rupa, est très importante parce qu'elle fait référence à la question du genre, à l'OMS en tant qu'organisation, et vous avez également parlé du rôle de l'OMS pour ce qui est du leadership de genre dans le monde entier. Je vais partager avec vous un petit peu mon expérience. Si je pense à ma position à l'OMS, bien sûr dans toutes les organisations, et je ne pense pas que l'OMS soit une exception, il y a toujours un déséquilibre de genre que l'on voit reflété dans la distribution des femmes, par exemple dans les effectifs de l'OMS. Ce n'est pas un mystère, nous savons qu'il y a encore beaucoup de femmes, ou plus de femmes que d'hommes, dans les fonctions administratives. Et lorsque nous avançons dans ces postes de direction, il y a un plus grand déséquilibre.
Et dans les fonctions techniques, de nouveau, nous avons le même type de déséquilibre. Les positions sont plutôt occupées par les femmes. Je pense qu'il y a la volonté de Dr Tedros, depuis qu'il est arrivé, de changer cela. Il a désigné beaucoup de femmes pour des rôles de décision dans l'organisation, à Genève et ailleurs. Il y a 3 ans, je suis allée au Maroc et ça c'est la vision de l'organisation maintenant pour ce qui est de la transformation aussi. Mais il y a beaucoup de différences d'une région à une autre. Confronté à l'environnement au Maroc, ce déséquilibre existe toujours et il est beaucoup plus visible que dans le domaine global. Au niveau global, c'est déjà visible, mais au niveau du pays, c'est encore plus visible. Et ceci, malgré les politiques qui existent et qui sont intégrées dans les institutions marocaines. Et bien sûr, au Maroc, il y a la question des droits égalitaires et de la parité. Le gouvernement a des plans également mis en place par le ministère de la Femme et du Développement social. Il y a par exemple un rapport de genre annuel qui complète la loi du budget au Maroc et c'est un rapport obligatoire qui doit être présenté lorsque la loi sur le budget est présentée. Donc, ce sont les politiques qui sont en place et le résultat est que l'on voit une féminisation de la force de travail féminine sanitaire. On voit qu'il y a de plus en plus de femmes dans la formation médicale. Ceci s'est développé ces dernières années. Et on voit également que en moyenne, on peut avoir 60% des femmes qui font partie des effectifs. Mais comme mes collègues l'ont déjà dit précédemment, il y a aussi un déséquilibre important en termes de postes de direction qui sont occupés par les femmes dans le pays. Et donc, en tant que représentante de l'OMS au Maroc, ce qu'il se passe souvent, c'est que je me trouve dans un cercle d'hommes lorsque nous sommes dans un débat, dans un panel ou dans une représentation officielle. Donc, nous constatons que beaucoup d'efforts ont déjà été faits dans le pays par rapport au rôle des femmes. Nous avons beaucoup de politiques qui sont en place, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui doivent être résolues pour faire avancer la donne. Il y a une étude récente sur les attentes des sages-femmes, par exemple, pendant la pandémie de la COVID-19 au Maroc. Et il y a plusieurs choses qui ressortent de cette étude. Bien sûr, dans cette situation d'urgence, le fait que les installations sanitaires soient surchargées et que les sages-femmes sont particulièrement sollicitées pour s'occuper des grossesses pendant ce temps-là. Mais ils ont également parlé d'une surcharge émotionnelle. Elles ont exprimé des difficultés quand il s'agit de coopérer avec leurs collègues. Elles ont fait part d'une grande fatigue et elles se sont référées à leurs conditions de travail. Et voilà, parmi les choses les plus difficiles auxquelles elles doivent faire face. L'une des questions est également de savoir comment peuvent-elles participer dans la prise de décision des ressources humaines lorsqu'elles doivent faire face à toutes ces difficultés avec leur travail et à la maison. Elles participent, mais les décisions sont prises par les hommes.
Elles sont surchargées par le travail et à la maison également. Dans le design politique, par exemple, ou dans le design des actions des ressources humaines, tout ceci est limité aux hommes. Mais c'est aussi par rapport à la différence en termes de charge de travail. Et puis aussi la charge émotionnelle qu'elles supportent. Et donc, dans certains cas, elles ne peuvent pas participer à ces processus de participation d'une manière significative. Et puis, il y a aussi les questions reliées aux approches multisectorielles qui sont nécessaires pour promouvoir la participation des femmes. Et au-delà du secteur de la santé, comment nous assurons-nous que les femmes sont protégées dans les zones rurales? Comment nous assurons-nous qu'elles sont protégées dans les communautés les plus pauvres? En termes de sécurité, mais aussi en termes de pouvoir s'exprimer. Elles doivent pouvoir exprimer leurs opinions, leurs préférences. Donc, d'avoir une voix. Bref. Voilà donc certains challenges auxquels nous devons faire face pour pouvoir briser ce plafond de glace que nous connaissons si bien dans ce contexte. Merci beaucoup, Mariam, pour cette vision générale tellement intéressante. Et ce dernier point que vous avez cité, vous vous êtes référé à ces facteurs facilitateurs, cette approche multisectorielle. Votre message est très clair. Comment peuvent les femmes participer davantage si elles sont déjà surchargées, épuisées, et qu'elles n'ont pas suffisamment de ressources ni de support, parce qu'elles doivent s'occuper de tellement de choses. Donc voilà, cette perspective entre les secteurs qui est tellement importante. Donc un message très puissant que vous avez fait passer. Nous allons revenir vers vous dans quelques instants pour parler des solutions que vous pouvez recommander dans votre contexte culturel. Donc voilà, pour avoir cette approche spécifique au contexte. Maintenant, je vais passer la parole à Francesca Colombo. Elle est chef de la division de santé de l'OCDE, qui est une organisation pour la coopération économique et le développement. Francesca est responsable du travail dans la santé et il fournit dans son organisation des données statistiques. Il conseille également les décideurs politiques. Il travaille pour s'assurer que les parties prenantes et les citoyens répondent aux demandes actuelles. Vous allez parler de l'élimination de certains écarts qui existent dans le domaine sanitaire. Alors, pouvez-vous expliquer quelles sont les options politiques que vous avez constatées à l'OCDE comme étant effectives pour la promotion du leadership des femmes dans le domaine de la santé? Merci. Je remercie également les intervenants précédents qui ont parlé avant moi. Il y a beaucoup de convergence dans les choses qui ont été dites. J'aimerais commencer par dire quelque chose. Je pense que d'abord, nous devons considérer les écarts qui se produisent, non seulement depuis l'approche de l'égalité et de la justice, mais aussi depuis l'approche économique. Parce que l'égalité dans les postes de direction est également importante en termes économiques. Comme Anne l'a dit aussi, au final, nous avons une quantité énorme de challenges devant nous qui sont de plus en plus importants avec la crise de la COVID-19 qui a tellement impacté le système sanitaire, mais qui a eu également des impacts très forts sur la société, sur l'économie. C'est pourquoi nous avons besoin de toutes les mains disponibles et nous devons nous assurer que nous utilisons le talent disponible de la meilleure manière possible si nous voulons nous assurer que nous pouvons résoudre ces challenges. Il y a donc des bénéfices très importants du fait d'avoir
plus d'égalité en termes de leadership, non seulement en termes de nombre, mais aussi par rapport à ce que font les hommes et les femmes. Simplement parce que nous avons besoin de toutes les mains et parce que il a été prouvé que plus les effectifs sont diversifiés, plus facilement nous pourrons surmonter les difficultés. Donc, la diversification fait une grande différence. Donc ça, c'est le premier point que j'aimerais partager avec vous. Les politiques qui essaient de résoudre les problèmes en considérant cela sont essentielles pour le succès. Le deuxième point concerne un peu ce qu'a dit Parvi également, quand elle a partagé son expérience aussi puissante. Nous devons avoir l'approche, disons une approche plus large. Le fait d'avoir des packs ou des politiques sensibles au genre est essentiel. Si nous voulons avoir plus d'égalité en termes de leadership et de représentation, nous devons nous assurer que les hommes et les femmes ont les mêmes opportunités. Et ceci concerne également la possibilité d'avoir accès à des alternatives de garde, avoir des options publiques, même des subventions financières de la part des employeurs pour qu'ils s'assurent qu'il y a des congés payés. Voilà, tout l'environnement lié à l'emploi dans lequel opèrent les femmes et les hommes aussi. Voilà, plus de flexibilité. Toutes ces choses sont essentielles pour donner l'opportunité aux femmes de pratiquer non seulement leur profession, mais de pouvoir avancer plus loin dans leur carrière. Et dans les moments actuels, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui souffrent beaucoup de stress au travail et il y a une perte de travail. Il y a des gens qui subissent un fort stress. Donc voilà, nous devons nous assurer que les femmes ont de plus en plus de responsabilités. Et puis, nous devons avoir également une évaluation de genre de différents processus mis en place, jusqu'à quel point ces processus nous permettent d'atteindre nos objectifs d'intégration des femmes dans les postes de direction. Ensuite, le troisième point concerne le secteur de la santé, la culture, qui commence par la formation à la faculté de médecine. Cette idée qu'il y a des rôles plus féminins qui sont intégrés même dans les facultés de médecine. Nous devons également essayer d'éliminer les écarts numériques dans ce futur très intense en termes de digitalisation. Il est très important de considérer cette question parce que si nous commençons à voir ces divisions de genre en ce qui est également des habiletés techniques et technologiques, eh bien il faut éviter tout cela. Ensuite, on a parlé également des règles de genre, les stéréotypes sexistes, les chirurgiens par rapport à d'autres spécialités, les médecins par rapport aux infirmières. Voilà, nous devons dépasser tout cela en commençant par la faculté de médecine, mais aussi dans l'organisation du travail. Il y a des écarts de salaire, même dans les mêmes spécialités. Généralement, les femmes perçoivent un salaire plus bas que les hommes pour un même type de travail.
Je pense que nous devons faire attention à l'emploi partiel qui est plus important dans le cas des femmes. Et donc, nous devons créer plus d'opportunités de progression pour faire face aux inégalités. Je vais m'arrêter sur cela. Et par rapport aux choses que nous pouvons faire pour que les femmes soient plus présentes dans le secteur privé et public et dans les postes de direction, eh bien, je pense que nous pourrions mettre en place des objectifs dans les conseils d'administration, avoir une composition plus paritaire dans les comités, par exemple, dans le secteur sanitaire. Voilà, ces choses-là pourraient faire la différence. Voilà donc mes points principaux. Je pense que nous devons commencer par la perspective la plus grande et considérer les raisons économiques aussi. Ensuite, nous devons également considérer la perspective plus grande, plus large des marchés libéraux et nous assurer qu'il y a la possibilité de combiner la vie personnelle et professionnelle. Merci beaucoup, Francesca, pour fournir cette vision générale et pour apporter la note économique. Nous savons que vous devrez partir bientôt, mais une question pour vous, en particulier pour les personnes qui ne sont pas encore convaincues, qui pensent que travailler à l'égalité des genres, bon, c'est un coût, ceux qui pensent que c'est un coût. Que diriez-vous à ces personnes pour les convaincre que c'est un investissement? À vrai dire, depuis l'approche de l'OCDE, comment convaincre les personnes qui ne sont pas encore convaincues que la politique de genre résulte dans un plus grand développement? Oui, bien sûr. Toutes les analyses économiques montrent qu'il y a ces bénéfices, l'égalité de genre facilite vraiment le développement et la réussite économique. Je n'ai pas les chiffres spécifiques ici pour vous les présenter, mais il est très clair que les écarts existent, même en termes du salaire que perçoivent les femmes. Souvent, c'est 20% en moins. Elles sont beaucoup moins représentées dans les conseils d'administration. Et il est essentiel de résoudre ces questions si nous voulons nous assurer que nous traitons les inégalités de genre d'une manière sérieuse. Merci beaucoup, Francesca, pour avoir établi ce lien entre le développement économique et le genre. Et merci pour avoir partagé avec nous les targets et les politiques. Maintenant, je vais passer la parole à notre prochain orateur, Dr Andreas Ulrich. Il est le consultant à HRAT à Berlin. Il coordonne la plateforme aussi pour la prévention et la gestion des cancers féminins. Il a eu un poste aussi à l'OMS à Genève, et où il a participé à la création de la stratégie contre le cancer. Et il a participé à d'autres programmes de l'OMS dans son siège. Docteur, j'aimerais vous demander comment la non-présence des femmes dans les postes de direction impacte dans la gestion actuelle de la pandémie. Merci beaucoup pour cette belle introduction et je félicite également le secrétariat de l'UPM et le département des affaires sociales pour avoir organisé cette conférence si fantastique. Nous sommes ici à cet événement parallèle avec des partenaires de l'OMS, de l'ILO et d'autres. J'aimerais rappeler ce qu'a dit Anne Keeley quand elle a parlé des données et de la littérature. Il y a 3 principaux domaines où l'on voit l'impact de la COVID, surtout la santé des femmes. D'une part, la réduction de services essentiels pour les femmes, la contraception, l'assistance pour l'accouchement
des interventions sanitaires, tout ceci a un impact très fort sur la santé des femmes. Donc le manque de leadership veut dire également un énorme impact sur la santé des femmes, y compris también le manque des équipements nécessaires pour les infirmières qui sont en première ligne dans cette crise de la Covid. Et bien sûr, nous avons un grand problème dans les ménages qui ne sont pas toujours des endroits sûrs. Et ça, c'est un problème qui doit être résolu. Je pense que ceci est clé quand nous parlons du problème. Et si vous me le permettez, j'aimerais également parler des éventuelles solutions. Comment résoudre ce manque de leadership, mais aussi comment reconstruire nos systèmes après la crise de la Covid dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, dans cet espace politique de l'UPM. Je pense que nous avons une opportunité énorme parce que nous avons cette plateforme de 40 pays, des pays du nord de l'Afrique, du Moyen-Orient, du sud de l'Europe, qui sont autour de la même table et qui vont décider ce que nous allons faire à l'avenir. En 2007, dans la conférence ministérielle du Caire, on a créé une équipe pour travailler l'autonomisation des femmes. Donc il y a cette volonté politique pour travailler sur l'autonomisation des femmes. Ceci fait partie de l'agenda politique de la région méditerranéenne et je pense qu'il est important de garder à l'esprit que nous sommes en train d'opérer maintenant dans une région qui est assez différente. Cependant, nous avons une culture commune et nous avons beaucoup de liens politiques et économiques autour de la Méditerranée. Donc nous devons utiliser et tirer profit de cette plateforme pour la mise en place de ces mesures. Dans cette même conférence, nous avons une séance sur la violence. Et il y a aussi des déclarations approuvées par les 40 pays, des projets labellisés. Et bien sûr, dans cette crise du Covid, c'est encore plus important. Nous avons commencé à travailler à cela avant la crise de la Covid, mais cela pour dire que c'est une opportunité pour joindre nos efforts et pour faire un travail significatif dans les pays qui sont affectés et touchés par la crise de la Covid. En tant que membre de l'université, j'aimerais dire aussi que nous avons une plateforme. Nous travaillons à la création d'un réseau hospitalier dans la région, en particulier avec le Maroc et d'autres pays du nord de l'Afrique, afin de développer des programmes de formation pour les infirmières et pour les médecins spécialisés dans la santé féminine et le cancer féminin. Et nous pouvons utiliser cette plateforme universitaire pour résoudre les écarts en termes de connaissances, pour développer les échanges d'expériences, ainsi que la formation au leadership des femmes. Je pense que dans ce contexte régional de l'Union pour la Méditerranée, nous avons plusieurs opportunités avec les commissaires correspondants. Nous pouvons utiliser le pouvoir et le partenariat, en particulier de l'OMS, de l'OCDE, de l'ILO, pour traduire toutes ces stratégies dans le contexte régional avec le support des partenaires tels que l'OMS par exemple. Merci Andreas pour avoir mis l'accent sur le rôle important des partenariats et comment les partenariats peuvent être utilisés pour atteindre cette égalité des genres et ce leadership des femmes. Dans l'agenda sanitaire aussi, les partenariats sont très puissants. Et donc, vous avez également parlé de cette alliance entre l'UPM et l'OMS dont nous devons tirer profit. Merci beaucoup pour mettre l'accent sur cette question. Maintenant, je vais revenir sur... je vais aller maintenant vers Kristina Wisko. Elle est spécialiste à l'ILO, l'Organisation
international du travail qui fait la promotion des opportunités égales pour tous, le travail décent, la protection sociale et qui est très attaché à l'ODD 8. Christiana, j'aimerais vous demander quelle est l'approche de votre organisation pour ce qui est du leadership des femmes dans la force de travail sanitaire. Merci et je remercie également à tous les collègues qui ont parlé d'une manière si importante sur les différents aspects de l'égalité des genres. Et comme Andreas l'a dit, les partenariats sont très importants. Lorsque nous parlons du leadership dans le domaine de la santé, non seulement nous devons considérer le domaine sanitaire, je dirais, parce que le domaine sanitaire ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais je pense que nous devons réparer tout le système. Nous devons réparer les systèmes d'emploi. Et bien sûr, ça c'est un objectif également de notre organisation, l'Organisation internationale du travail. Donc d'assurer que les emplois soient décents, pour que tout le monde ait un salaire décent et des opportunités égalitaires. Et donc l'égalité des genres est une question très importante dans notre mandat de l'OIT. Nous avons plusieurs dimensions et donc nous nous référons à toutes ces questions. Nous avons 190 conventions qui deviennent des instruments légaux quand elles sont ratifiées par les pays. Et deux des conventions essentielles portent sur le genre, sur la discrimination, l'employabilité. Nous avons d'autres instruments comme celui-ci. Et je vous encourage à regarder au-delà du système de la santé, et comme Francesca l'a dit, de regarder tout le système plus large, afin de voir comment les politiques doivent être modifiées sur le marché économique, mais aussi sur le marché du travail. Et puis, bien sûr, nous devons résoudre les problèmes dans le secteur sanitaire. L'OIT a travaillé à cela depuis un certain temps. Nous avons travaillé avec l'OMS, bien sûr, avec l'OCDE également. Andreas a parlé du programme de travail pour la santé, Working for Health. L'aspect de l'égalité des genres est absolument important. La commission onusienne de haut niveau sur l'emploi des jeunes, parmi d'autres, a lancé 10 recommandations en 2016 pour dire que nous devons maximaliser les talents des femmes et nous devons donc renforcer la participation des femmes sur le marché du travail. Mais au-delà du secteur de la santé, il y a aussi un écart dans la participation des femmes sur la force de travail générale, 26%. Et j'aimerais dire une chose qui n'a pas été mentionnée encore par les autres orateurs, qui est le suivant. Je pense que c'est un point crucial pour changer petit à petit, mais de manière consistante et constante. C'est la représentation des femmes, non seulement dans les positions de leadership, mais aussi depuis le tout début. Vous savez probablement qu'il y a la convention qui a été approuvée, la convention des infirmières, et qui dit que les infirmières doivent pouvoir participer à la prise de décision des services d'infirmerie et à la création des postes d'infirmerie. La plupart des collègues qui ont parlé préalablement
se sont référés également à l'importance de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je trouve que la vie au travail commence à la maison. Nous voyons que 20% des femmes réalisent un travail de soins non payé par rapport à 1% d'hommes. En Allemagne, mon pays, on dit que derrière tous les hommes qui ont du succès, il y a une grande femme. Oui, parce que c'est la femme qui s'occupe des enfants, entre autres. Donc, nous devons vraiment regarder au-delà des emplois, du marché du travail. Et nous devons donc élargir notre approche. Nous devons considérer la donne au-delà de l'emploi. Nous devons nous assurer que les hommes et que les femmes aient leur espace pour pouvoir s'occuper des responsabilités de la famille. La législation peut jouer un rôle très important, mais nous devons également changer l'état d'esprit, la manière de considérer cette situation, et ceci, comme nous le savons, est assez difficile. Et c'est un effort de longue haleine. Il y avait une estimation il y a quelques années qui disait que si nous continuions sans rien changer, eh bien, nous aurions besoin de plus de 200 ans pour pouvoir changer la donne en termes d'égalité entre les hommes et les femmes au travail. Donc voilà. Nous avons besoin de cet effort de longue haleine, mais nous ne devons pas nous arrêter aux positions de leadership, mais nous devons aller au-delà et voir que les femmes sont sous-représentées dans les syndicats et dans les organisations d'employeurs. Et c'est là qu'elles peuvent faire entendre leur voix. Et donc, elles devraient pouvoir faire ça dans tous les emplois. Elles devraient faire leur voix... faire que leur voix soit écoutée pour qu'on puisse résoudre les inégalités au travail reliées au genre ou à d'autres pratiques discriminatoires. Et je vais m'arrêter sur cela, Rupa. Merci beaucoup. Merci, Christiana, pour avoir mis l'accent sur des domaines clés. Comme vous l'avez dit, nous devons élargir l'approche et nous devons considérer également ce qu'il se passe à l'intérieur des ménages. C'est un message auquel se sont référés la plupart des orateurs, et la COVID nous montre qu'il y a ces différences, il y a ces ramifications de la vie extérieure à l'intérieur de la maison lorsque les écoles sont fermées et qu'on doit garantir l'éducation à la maison, voilà, avec l'impact sur les femmes. Vous avez également parlé de l'importance de la participation des femmes dans les syndicats, dans la participation dans les négociations collectives. Voilà, nous devons nous assurer que les femmes font partie de ça. Nous sommes presque à la fin, mais nous avons quelques minutes pour prendre des questions. Alors, veuillez les écrire à travers la plateforme. Nous avons une question pour Myrna. Vous avez fait une présentation très puissante. Vous avez parlé du contexte local au Liban. Une question concerne le contexte culturel et je demanderai à Mariam d'y répondre. Mais il y a une question, Myrna, pour vous. Comment pouvons-nous inclure les rôles des femmes sans créer des conflits avec les conflits et la société? Et je ne parle pas seulement de la religion musulmane, mais quand il y a des réalités qui peuvent se heurter justement au leadership des femmes. Donc on va commencer par vous, Myrna, et après je vais passer la parole à Mariam pour qu'elle partage sa perspective aussi. C'est une question très sensible et c'est à quoi nous devons faire face lorsque nous introduisons des changements. Tout d'abord, nous devons comprendre la culture et le changement doit être transformationnel depuis l'intérieur de la culture. Il est toujours conseillable de créer des alliances, des personnes clés dans cette culture pour qu'ils soient des alliés.
pour qu'ils soient vraiment les gardiens qui nous permettent de rentrer dans le cœur, dans les mentalités, dans les esprits de cette culture. Parce que même si le changement est bon pour les personnes, au début, il sera toujours pris avec une certaine résistance. Donc c'est l'approche que je suis. Habituellement, généralement, lorsque je souhaite introduire un changement dans une culture ou une sous-culture. Merci beaucoup, Myrna. Maintenant, Mariam, à partir de cette même question, que pouvons-nous faire pour lutter contre les stéréotypes culturels vis-à-vis du leadership des femmes dans le domaine sanitaire? Pouvez-vous partager un peu votre expérience dans votre poste actuel ou précédent? Merci, Rupa. Je pense que ce que j'ai exprimé au niveau de leadership, ce sont les derniers mètres qui sont très difficiles à courir. Je pense que il est très difficile en termes de l'égalité des genres. Quand on parle des zones rurales, on peut dire que le problème ne dépend pas des leaders, des fois. Des fois, on dit on doit donner des revenus économiques pour les femmes dans les zones rurales pour nous assurer que les filles ont accès à l'éducation. Mais ça, c'est, je dirais, la pointe de l'iceberg. C'est la chose la plus évidente qu'il faut résoudre. Mais ensuite, lorsqu'on avance dans sa carrière professionnelle et quand on arrive aux positions de leadership, je pense que le problème, c'est que on est dans une position de leadership, une position senior, et donc on pense qu'on va pas être qu'on n'aura pas à faire face à des challenges particuliers, mais ce n'est pas comme ça. C'est la partie cachée de ces inégalités de genre. Et donc il est moins évident d'analyser ces problèmes et de les mettre sur le tapis pour les résoudre et pour essayer de les résoudre par des politiques. Donc nous devons continuer à signaler les inégalités qui se produisent dans les postes de leadership. Un exemple, il y a beaucoup de femmes professeurs dans des universités qui ont des projets de recherche, la plupart, et c'est très bien que ce soit des femmes scientifiques et qu'elles travaillent dans le domaine de l'infectiologie, la virologie, la biologie. Mais quand il s'agit de traduire ce travail dans des décisions, là, on rentre dans le monde des hommes. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Merci. C'est un exemple très puissant. Maintenant, je vais passer la parole à Pavi. C'est une question concernant l'établissement des contingents qui sont considérés assez controversés. Dans votre pays, vous avez pris certaines de ces politiques. Comment les contingents garantissent la présence des femmes? Et pour ceux qui sont réticents au contingent, au quota, que leur diriez-vous depuis le point de vue gouvernemental? Merci. Je dirais que, bien sûr, c'est un élément culturel. C'est un processus qu'il faut faire pas à pas. Je pense que la transparence et le fait de partager des expériences est très puissant. Nous avons beaucoup parlé en Finlande de ces contingents obligatoires ou contraignants, du fait de ne pas avoir ces quotas contraignants.
nous ne les avons pas dans le domaine des corporatifs, par exemple, mais il y a de plus en plus de personnes qui demandent l'existence de ces contingents au niveau de l'Union européenne. Et donc maintenant, dans nos conseils d'administration corporatifs, il y a 30% de femmes. Et ça, c'est un pourcentage assez bon. Une raison pour laquelle il y a eu certaines discussions sur le fait de ne pas avoir des contingents dans les corporations privées a été qu'il faut de l'expérience pour les positions de niveau supérieur. C'est pourquoi il est important que nous donnions aux femmes des possibilités d'avoir de l'expérience pour qu'elles puissent avancer dans leur carrière, pour que personne ne puisse se dire oui, d'accord, nous ne pouvons pas avoir des femmes parce qu'elles n'ont pas d'expérience pour ces positions de leadership. Par conséquent, je pense que nous devons considérer cela depuis des approches différentes et je pense que nous devons être capables de dire que nous avons de l'expérience et que nous avons des femmes avec de l'expérience et des connaissances. Ce n'est pas seulement que nous choisissons une femme comme ça pour qu'elle soit présente dans le conseil d'administration, mais qu'elle soit vraiment, qu'elles aient l'expérience. L'expérience est très importante, donc, mais nous avons également vu dans notre secteur privé, dans les conseils d'administration publique ou dans les comités, que lorsque nous avons les deux genres présents, eh bien, ceci nous donne une meilleure vision par rapport aux différents aspects. Donc, ça, c'est très important aussi. Et nous avons ces contingents, ces quotas dans notre législation. Mais quand il n'y a pas 40% d'hommes ou femmes dans un conseil d'administration, eh ben, on doit pouvoir expliquer pourquoi. Parce que cela fait partie de notre législation. Et c'est ce qu'il se passe souvent dans le secteur sanitaire. Il y a beaucoup de femmes. Si nous pensons par exemple à la garde des enfants, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ce secteur. Mais ensuite, quand on parle du secteur de la défense, par exemple, ou le ministère des Affaires intérieures, là, la plupart c'est des hommes. Mais ceci change. Donc nous devons continuer à avancer, nous devons échanger nos expériences. Et dans le secteur de la santé également, nous devons continuer à être actifs dans cette phase de récupération, nous devons continuer à travailler très fort. Exactement, collectivement. Nous sommes arrivés presque à la fin, donc je vais demander à tous les membres de notre panel de nous donner leur dernier message. Je vais commencer par demander à Anne de commencer. Une question qui est apparue. Changer le système semble un effort à moyen ou long terme. Comment peut-il être traduit dans des actions sur le court terme? Merci. Je ne pense pas que nous avons le temps pour que ce soit un agenda sur le long terme. C'est urgent, il faut le faire maintenant. On n'a pas le temps de dire il faut laisser ça pour plus tard. Non. Si vous regardez le travail que nous avons fait dans le Hub, nous allons bien sûr bientôt publier des recommandations. Il y a des mesures qui peuvent être prises dans tous les différents niveaux. Le niveau législatif, les congés de paternité. Et je pense que si vous y jetez un coup d'œil, vous allez trouver de bons exemples de choses que l'on peut faire de manière immédiate, où que vous vous trouviez. Donc, suivez notre travail. Et lorsque ceci sera publié, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites parce que ceci ne peut pas attendre. Merci.
Merci Anne. Myrna, quel serait votre dernier message pour clore cette séance? Myrna, on ne peut pas vous écouter. On ne vous entend pas. Veuillez connecter votre microphone. Oui, on vous entend maintenant. J'aimerais commencer par remercier tous les orateurs pour leurs excellentes présentations. La leçon que je prends de cette discussion, c'est que compter sur les femmes a un bénéfice positif pour l'économie de la famille, du pays et pour le gouvernement aussi. Merci. Un message très important concernant l'effet multiplicateur. Maintenant, Andreas, pouvez-vous nous faire part de votre message clé final? Quel serait donc votre message clé? Merci. J'aimerais vous inviter à utiliser la plateforme de l'UPEM, en particulier l'agenda de l'autonomisation des femmes dans la région méditerranéenne, avec, d'après mon expérience de travail, je dirais que c'est un centre gravitationnel du leadership des femmes, des ministres. Il y a beaucoup de femmes dans ces plateformes qui font avancer cet agenda accordé par la déclaration ministérielle du Caire. Et donc, je vous encourage à l'utiliser. Cette plateforme est une opportunité excellente pour être actif et pour jouer un rôle en tant qu'organisation, en tant que scientifique, en tant que représentant de la société civile, pour faire que l'agenda de l'autonomisation des femmes avance. Merci beaucoup. Merci Andreas. Maintenant, j'invite Christiane avec votre dernier message. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment tout dire en une phrase, mais lorsque Mariam et Myrna ont parlé des questions culturelles, je pense que le changement est très important et le changement commence par nous-mêmes. Nous sommes tous dans cette situation et tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire. Donc nous devons parler et faire que notre voix soit entendue. Merci, c'est un message excellent. Et maintenant, je passe la parole à Mariam pour votre dernier message. Merci. Rupa, je pense que je vais choisir le même message. Nous devons parler clairement. Nous ne devons pas permettre que personne nous dise que nous n'avons pas le droit de dire quoi que ce soit par rapport au droit à la égalité de genre dans notre vie, dans notre travail, partout, dans toutes les dimensions de notre vie. Merci, Mariam. Et Paivi, votre message de clôture. Je pense que nous devons faire en sorte que ce soit une question transversale et généralisée. Eh bien, ce n'est pas intelligent que de tirer profit seulement de la moitié de la puissance que nous avons. Les femmes, nous sommes très puissantes. Merci. Je pense que c'est un message très puissant, un excellent message. Nous devons utiliser le 100% du talent que nous avons. Nous avons un challenge énorme, la pandémie, et nous avons un agenda vraiment très ambitieuse pour la récupération mondiale. Il y a beaucoup de problèmes qui sont devant nous. Les partenaires y travaillent, mais voilà, nous devons compter sur tout le talent. Merci beaucoup à l'UPM pour avoir organisé cette conversation, à toutes les organisations partenaires. Donc, merci pour cette discussion sur les changements. Nous savons que l'action est nécessaire et maintenant le moment est venu.
Nous devons passer à l'action réelle pour avoir des politiques de transformation à tous les niveaux. Nous savons que l'écosystème est très important et nous devons le transformer. Je remercie particulièrement tous nos orateurs, oratrices. Merci. Nous avons le Gender Equality Hub et l'OMS également est impliqué. Nous avons la plateforme dont Andreas a parlé et nous avons toutes ces différentes organisations qui travaillent à ces questions. Donc veuillez nous joindre, restez connectés avec nous et n'oubliez pas de lire les publications qui sont faites. Demain matin, nous avons une nouvelle séance sur la construction de sociétés égalitaires, sûres et inclusives après la Covid pour les femmes et les jeunes filles. Comment les régions et les villes méditerranéennes peuvent porter ce projet. Merci beaucoup. En collaboration avec la Generalitat de Catalogne et la mairie de Barcelone. Donc merci beaucoup pour votre participation et voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.